Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons comparer le jeu GTO, Game Theory Optimal, et le jeu exploitant. La stratégie du poker, et notamment le Texas Hold'em, a beaucoup évolué au fil des ans. À l'époque, de nombreux concepts utilisés à une table de poker seraient complètement incongrus et obsolètes aujourd'hui. On célébrait le fait de suivre son instinct, ses guts. C'était l'époque où Doyle Bronson, qui a remporté 2 fois de suite le main event des World Series de poker avec 10 et 2, la main qu'on appelle depuis une Doyle, a changé la manière d'aborder le poker. La façon de jouer qu'il a inventée est l'exploitation de la faiblesse, des faiblesses des adversaires. Le principe est simple, vous comprenez les erreurs de vos adversaires et vous les utilisez à votre avantage. Bien qu'il y ait des concepts mathématiques dans le jeu, comme le calcul des outs ou la cote du pot que nous avons vu dans des vidéos précédentes, l'accent était vraiment mis sur l'exploitation des erreurs commises par l'adversaire avant et après le flop. Il y a quelques années, avec l'arrivée du poker en ligne, des logiciels de statistiques comme les trackers et les HUDs, les viseurs tête haute, le jeu de poker demande maintenant une forte compréhension des mathématiques. Je m'en suis rendu compte lorsque je me suis inscrit sur pratiquement tous les sites en ligne du .fr au début des années 2010 lors de leur introduction en France. Alors en fait, je jouais au poker live depuis déjà plus de 30 ans. Je me suis rendu compte que le jeu était beaucoup plus agressif. Le Texas Hold'em et un peu le PLO, le pot limit Omaha, sont devenues les variantes les plus populaires, alors que moi je connaissais le draw poker avec 5 cartes en main et un seul tirage, donc 2 enchères par coup. J'ai tout remis à plat et recommencé à zéro mon apprentissage. C'est la finale de la Coupe du Monde de football. Tir au but, les fameux penalties. Vous êtes le dernier tireur. Si vous marquez, nous sommes champions du monde. Si vous ratez, nous perdons la Coupe du Monde. Pour simplifier, on va dire que le gardien va plonger soit à gauche, soit à droite. C'est du 50-50, ce qu'on appelle un coin flip au poker. Si vous randomisez votre tir, c'est-à-dire que vous allez aléatoirement tirer soit à gauche, soit à droite, vous allez marquer 50% du temps. Vous regardez la montre du stade. Si les minutes sont paires, vous tirez à gauche. Si elles sont impaires, vous allez tirer à droite. Vous venez de randomiser votre décision. Vous pouvez faire pareil à la table de poker en regardant votre montre et regarder les minutes paires ou impaires. Vous pouvez aussi randomiser avec la couleur de votre meilleure carte en main. Rouge, je call, noir, je fold, pile ou face. Bref, il est 20h36, vous allez donc tirer à gauche. Résultat, quel que soit le choix du gardien, vous allez marquer une fois sur deux. C'est le GTO. Vous êtes inexploitable et votre adversaire aussi. Chacun a 50% de chance de gagner, quelle que soit sa décision et celle de son adversaire. En fait, vous connaissez le gardien et vous avez analysé tous ses arrêts sur penalty qu'il a effectués depuis 10 ans. Au poker, c'est pareil. Vous avez une base de données, des coups online ou en live des joueurs. Vous vous apercevez que 80% du temps, il a plongé à gauche, là où vous vous apprêtiez à tirer. Du coup, vous modifiez votre choix en tirant à droite, car vous avez 80% de chances de l'emporter au lieu de 50%. Ça, c'est exploitant. Vous avez amélioré d'un coup vos chances de 30% en ayant analysé l'adversaire et son comportement par le passé. C'est exactement pareil au poker. Si vous vous apercevez que votre adversaire fold à chaque fois que quelqu'un fait 3 bêtes, osez un 3 bet light contre lui. Si votre adversaire ne fold jamais contre un 3 bet alors qu'il va être hors de position post-flop, faites des 3 bêtes en value en position contre lui. Revenons à notre séance de tir au but.
Le gardien de but vous connaît aussi. Il sait que vous avez analysé tous ses arrêts. Aussi, il décide d'inverser ce qu'il fait d'habitude, car il sait que vous allez tirer à gauche pour exploiter son habitude à lui. Il décide de plonger à droite et va arrêter votre tir. Ainsi, en exploitant un biais adverse, on devient soi-même exploitable. Cette petite métaphore sur le football et les arrêts en penalty illustre que le GTO est mieux mathématiquement, mais l'exploitation est meilleure mathématiquement lorsque l'adversaire ne se rend pas compte de ses biais et ne s'adapte pas. Si au contraire il s'adapte ou varie son jeu de manière imprévisible, alors le GTO est moins dangereux que l'exploitation. Donc, lorsque la théorie des jeux optimaux GTO a fait son apparition dans la stratégie de poker moderne, des joueurs talentueux et professionnels ont travaillé avec acharnement tous les spots avec des solvers, des simulateurs mathématiques et des trackers qui leur ont permis de constituer des bases de données d'immenses data lakes pour comprendre et battre les joueurs adverses, notamment online, puis ensuite en live. Ces joueurs ont ainsi amassé de véritables fortunes parce qu'ils ont pu exploiter systématiquement les joueurs qui ne s'adaptaient pas. Ça correspond à peu près à 95% du field, et donc une stratégie d'exploitation couplée à une stratégie GTO sont des stratégies valables. Mais laquelle des deux stratégies est la meilleure? C'est l'un des débats les plus féroces en ce moment entre joueurs de poker. Et justement, on peut se demander si la stratégie d'exploitation n'est pas la seule, la meilleure par rapport au field, ou bien la stratégie GTO. Est-ce qu'un joueur de poker peut réussir en n'utilisant que l'une et pas l'autre, ou inversement? Pour avoir la réponse, il faut s'appuyer sur les mathématiques sous-jacentes au poker et à tous les jeux de stratégie qu'on appelle à somme nulle. Autrement dit, ce que l'un gagne, l'autre le perd. On ne tient pas compte du rake ou la taxe que prélève le casino ou le système en ligne à chaque coup ou au moment du buy-in du tournoi. La théorie des jeux est devenue célèbre non pas en mathématiques mais surtout en économie grâce à John Nash, que vous avez en photo ici, prix Nobel d'économie en 1994. De nombreuses décisions dans un domaine entre deux sociétés concurrentes sont basées sur son fameux équilibre de Nash, où chacun prend la moins mauvaise décision, compte tenu du fait qu'on ne sait pas ce que l'entreprise concurrente, l'adversaire, va décider. On dirait que ça s'applique bien au poker, non? Ainsi, l'équilibre de Nash se produit lorsqu'aucun joueur ne peut améliorer son résultat en changeant uniquement sa propre stratégie, tant que les autres joueurs maintiennent leur stratégie inchangée. En d'autres termes, chaque joueur a choisi la meilleure stratégie possible, ou si vous préférez, la moins mauvaise, compte tenu de tous les choix possibles des autres joueurs. Lorsque deux joueurs ont ajusté leur stratégie et qu'aucun des deux ne peut améliorer son résultat en changeant sans que l'autre change aussi, ils ont ainsi atteint le fameux équilibre de Nash. Dans cette situation, ils jouent de manière optimale l'un contre l'autre. Le jeu GTO, Game Theory Optimal, est né de cet équilibre qui consiste à jouer de manière optimale contre toutes les décisions possibles des adversaires. Ça signifie que prendre des décisions qui maximisent vos gains, quelle que soit la façon dont les adversaires jouent. Au contraire, le jeu exploitant consiste à profiter des faiblesses des adversaires que vous affrontez. Ça signifie observer leurs tendances de jeu et prendre des décisions qui les exploitent pour maximiser vos gains contre ces joueurs en particulier. Comme je vous ai déjà indiqué, dans la quasi-totalité des parties, on joue un jeu qui exploite les faiblesses des adversaires. Le jeu GTO, pratiquement, ne sert à rien.
Ah bon? Alors que le jeu GTO ne nécessite aucune information sur les adversaires, comme le jeu exploitant nécessite d'observer et de comprendre les tendances de jeu et leurs leaks, leurs failles, leurs fuites, de ce qui dévie du jeu idéal, le jeu GTO est ainsi plus stable et garantit un gain minimal alors que le jeu exploitant est plus risqué. Puisqu'au moment où on va dévier du jeu idéal, nous deviendrons exploitables à notre tour. L'idée donc c'est de connaître le jeu exploitant en utilisant les principales failles des adversaires ou alors de s'en remettre au jeu GTO si on n'a aucune information sur les adversaires en attendant d'accumuler de l'information. Ce n'est donc pas GTO ou exploitant, c'est GTO et exploitant. On va commencer avec 4 points d'attention par rapport à la manière dont vous jouez vos adversaires. Petit aparté, si vous avez un adversaire qui regarde la télé ou bien joue en même temps en ligne ou regarde Facebook ou Twitter sur son téléphone, ça veut dire qu'il ne fait pas attention à ce que vous jouez et à votre jeu. Et donc, c'est très intéressant de savoir qu'il ne va pas pouvoir s'adapter au moment où vous allez tenter d'exploiter ses faiblesses. De la même manière, vous devrez apporter beaucoup plus d'attention au jeu de vos adversaires, y compris quand vous ne jouez pas le coup, et j'allais dire surtout quand vous ne jouez pas le coup. Il y a donc 4 éléments initiaux pour commencer à profiler vos adversaires et voir s'ils dévient d'un jeu GTO que vous avez déjà commencé à apprendre dans les vidéos précédentes et qui évidemment n'est jamais parfait et surtout par rapport au range est difficilement mémorisable. Mais disons que vous pouvez avoir des grandes lignes du jeu GTO et ensuite vous pouvez voir s'il dévie par rapport à ce jeu GTO. On verra 5 modes d'exploitation juste après. Donc pour se rendre compte si votre adversaire dévie du jeu GTO, il faut suivre 4 types de jeux chez vos adversaires. La manière dont votre adversaire joue les top pairs, top kickers. Est-ce qu'il va miser en value ou au flop? Par exemple, sur un flop As-8-4, il a As-Valet, As-Dame. Est-ce qu'il a As-Roi? Est-ce qu'il a misé en value ou est-ce qu'il a checké? Et il a peut-être misé au turn. Est-ce qu'il a attendu river pour miser? Est-ce qu'il a fait 2 barrels ou est-ce qu'il a tenté 3 barrels de value? Est-ce qu'il est capable de folder une top pair, top kicker? Vous le verrez lors d'un showdown. Ou pas. Par exemple, par rapport à 2 paires. Sur un flop As-8-4 avec As-Roi, est-ce qu'il a foldé sur un raise adverse qui avait As-8 et qu'on a vu au showdown qui a fait 2 paires contre sa top pair, top kicker? Est-ce qu'il mise ses draws, notamment flush draw et open-ended straight draw, tirage quinte banana, quinte par les deux bouts? Est-ce qu'il mise? Est-ce qu'il fait des check raise? Est-ce qu'il call simplement pour toucher son tirage? Que fait-il avec ses tirages, ses bons tirages? Que fait-il avec ses mauvais tirages? Gutshot, backdoor, etc. Est-ce qu'il les mise en bluff? Est-ce qu'il attend simplement d'avoir une carte gratuite pour toucher son tirage? Ensuite, le troisième sujet, c'est comment votre adversaire joue les nuts, le jeu max. Il a une quinte flopée, il a un brelan dans un flop dry. Comment il le joue? Est-ce qu'il mise ou est-ce qu'il trappe? Est-ce qu'il attend que son adversaire mise, surtout hors de position, en position? Et la quatrième attention, c'est comment il joue les petites paires. Les petites paires entre 2-2 et 6-6 sont des paires qui sont du set mine, sur lesquelles on va viser naturellement d'avoir un brelan. Est-ce qu'il va slow player
son brelan lorsqu'il le touche? Est-ce qu'il va s'acharner avec paire de 4 alors que c'est la troisième ou quatrième paire au board? Est-ce qu'il est capable de lâcher une petite paire alors que visiblement il y a des paires supérieures potentielles au board? Autrement dit, est-ce qu'il est bluffable si jamais vous représentez un As sur un flop As-8-4 et qu'il a paire de 6? Est-ce qu'il va continuer à call ou est-ce qu'il va folder? Voilà. Donc, avec ça, ces 4 éléments, vous allez pouvoir exploiter tous les leaks associés. Quelles sont les déviations typiques du GTO? C'est une question de proportion ou si vous préférez de fréquence. Un joueur qui dévie peu est moins exploitable qu'un fiche qui ne sait pas ce qu'il fait et qui va constamment dévier du GTO parce qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'est le jeu mathématiquement correct. Ce qui est très intéressant, c'est que plus un adversaire est fiche et dévie du GTO, plus vous devriez dévier fortement du GTO. Par exemple, si votre range au cutoff est de 25% en 6 max, que tous vos adversaires à votre gauche sont des nits et se couchent systématiquement sur toutes les mises, votre range d'open passe de 25% à 100%. Oui, c'est GTO 25%, mais vous avez laissé tout un tas de jetons que vous allez récupérer en misant avec 100% de votre range. Si inversement on vous 3-bet call systématiquement alors que vous ouvrez au bouton avec 35% des mains, pire, si post-flop la grosse blinde vous a donc bet ou vous a raise votre bet à chaque fois, vous allez inversement resserrer votre range pré-flop au bouton et faire des c-bets uniquement en value. Ces ajustements sont des sorties du jeu GTO, mais si vous ne les faites pas, vous allez perdre beaucoup plus et maudire le jeu GTO. Prenons l'exemple d'un joueur trop loose en position qui vous martyrise lorsque vous êtes dans les blindes et qui c-bet 100% du temps, depuis le bouton ou le cutoff. Voici les ajustements que vous pouvez faire. Sur un board dynamique, à la fois rag avec que des petites cartes ou drawy avec beaucoup de tirages, vous collez plus souvent un petit c-bet adverse, voire faites un petit check raise x2 et vous verrez que souvent vilain va folder soit directement, soit après un deuxième barrel, un second bar au turn. Un autre exemple, vous vous apercevez que vilain c-bet des mains marginales comme la deuxième ou la troisième paire du flop sur un flop SI. Alors vous allez raise large plus souvent. Globalement, lorsqu'un adversaire c-bet trop souvent, de 90 à 100% des mains, il faut call plus souvent par rapport au GTO. Lorsqu'un adversaire c-bet trop souvent avec un petit sizing, on doit raise small plus souvent. Nous allons maintenant voir 5 moves typiquement exploitants au poker. Tout d'abord, le 3-bet bluff. Quelle est la cible? Ce sont les joueurs qui foldent trop souvent face au 3-bet. Dès que vous repérez ce type de comportement, vous allez 3-bet une main faible pour forcer cet adversaire passif à se coucher et notamment voler ses blindes. Le vol de blindes, notamment en tournoi, est extrêmement important pour survivre et continuer à pouvoir jouer avec un stack qui ne vous obligera pas à faire des push or fold et de tenter des coin flips pour pouvoir survivre. Un exemple, vous êtes au cutoff avec 6 et 7 suités. Un joueur lose en middle position et la BB call votre ouverture. Le joueur en MP il ouvre et vous pourriez call. Vous pouvez aussi 3 bet
pour voler les blindes. Et si les joueurs sont passifs, le squeeze va fonctionner et le joueur en MP et la blinde vont folder. Deuxième exemple, on va faire un check raise en value. Donc, ça va essentiellement être hors de position, par exemple dans la grosse blinde, contre des joueurs qui misent trop souvent en c-bet. Donc, vous êtes grosse blinde, vous collez pour aller au flop sur une ouverture du cutoff ou du bouton, et vous allez simplement checker au flop alors que vous avez une main premium, par exemple top pair, good kicker, puis vous faites un raise sur son c-bet. Soit le bouton ou le cutoff call, et à ce moment-là, vous allez remettre un deuxième barrel au turn, soit il fold et vous avez gagné le coup en ayant pris une mise supplémentaire de sa part en value. Troisième type de move exploitant, le float. Le float consiste à cibler des joueurs qui bluffent trop souvent, notamment au flop, et ensuite de faire un bet ou une relance avec une main faite en position, en espérant que votre adversaire bluffe sur le turn ou la river. Exemple, vous êtes en BB avec Jack 10 suité. Le flop arrive 9-8-7. Vous avez donc la quinte max. La petite blinde mise. Vous float, vous collez en espérant que la petite blinde bluff, turn ou river. Et là, vous allez pouvoir faire un raise ou faire encore un call et refaire une mise à la river pour avoir plusieurs streets de value. Quatrième type de move exploitant, le cold call. Le cold call ou le flat call cible des joueurs qui ouvrent trop large. Comment ça marche? On call une ouverture d'un joueur qui est très loose avec une main spéculative en position. Par exemple, 8 et 7 suités. On espère toucher une main forte comme un bon tirage flush ou bien un tirage couleur, tirage quinte par les deux bouts, etc. Donc prenons un exemple. On est en position avec 7 et 5 suités, disons. Donc des connecteurs gapés suités. Un joueur ouvre large en UTG. Donc il va ouvrir par exemple avec un range comme As X suité, As 8, As 5 off, et puis tous les Broadway, puis peut-être Roi 9, Dame 7, etc. Un range assez large en UTG, beaucoup trop large. Vous faites un cold call et ensuite, au moment du flop, vous avez soit un tirage couleur ou un tirage quinte par les deux bouts, et là vous allez miser en espérant que votre adversaire n'ait touché qu'une fraction du flop et qu'il soit fit or fold. Cinquième type d'exploitation, de move exploitant, le squeeze. Ce sont des joueurs qui ne relancent pas assez après des limpers ou qui call après un open. Donc ce sont des suiveurs, des overlimpers ou des joueurs qui call systématiquement après un open. S'ils trappent évidemment, eh bien votre relance va être payée et vous allez vous en apercevoir après post-flop. Mais sinon, vous relancez pour punir les limpers, comme on a vu dans les vidéos précédentes, ou bien vous faites un squeeze pour relancer sur un open raise, puis un ou plusieurs calls, avec le mode de relance suffisant pour pouvoir induire un fold
de la plupart des joueurs, en ayant éventuellement un qui va payer votre grosse relance hors de position et que vous allez pouvoir achever à la street suivante. Nous avons vu dans cet épisode que James Nash a révolutionné la théorie des jeux et en particulier le poker, et que les logiciels de type solver permettent de calculer le jeu idéal dans un spot donné, le fameux jeu GTO. On a vu aussi que le jeu GTO et le jeu exploitant se combinent pour vous permettre de maximiser vos gains en fonction de vos adversaires. Vous déviez toujours de la ligne GTO après que vos adversaires l'aient fait, jamais avant. Si vous continuez GTO, vous allez gagner moins contre ces adversaires, voire vous allez perdre. En revanche, plus ils dévient, et plus vous allez dévier et exploiter leurs leaks. Mémorisez le jeu qu'ils font avec top pair, top kicker ou good kicker, les tirages, les bons tirages, les nuts et les petites paires. Exploitez notamment les joueurs qui sont des c-bet maniaques. Apprenez à utiliser les 5 moves exploitants que sont le 3-bet bluff, le check raise en value, le float, le cold call et le squeeze. Exploitez les leaks de vos adversaires et débarrassez-vous de vos propres leaks. Repérez aussi si un joueur change de jeu et vous aurez déjà un avantage énorme sur pratiquement tout le field qui existe. Poker Instinct. J'ai pris pas mal de notes depuis que je suis revenu au poker avec le jeu en ligne, et j'ai joué plus d'un million de mains en ligne, ce qu'on ne peut évidemment pas faire en live. Et au fur et à mesure de mon réapprentissage du jeu, j'ai publié une série de livres qui s'appelle Poker Instinct, qui retrace tout mon parcours de fiches depuis le niveau de base que j'ai appelé la sardine et ce que j'étais devenu vis-à-vis de ces nouveaux joueurs online, jusqu'au Shark, un joueur qui sait justement utiliser les trackers, les failles de ses adversaires en tous les cas, notamment en ligne. Vous trouverez tous mes livres Poker Instinct sur Amazon.fr. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'une vidéo était plus parlante qu'un livre, surtout aux nouvelles générations. Aussi, je suis en train de transposer toutes mes connaissances dans les vidéos que vous suivez dans Good Morning Poker. Vous avez ainsi tous les niveaux, depuis le niveau 1 qui est la sardine, 2 qui s'appelle le poisson clown, 3 le piranha, 4 le mérou, vous voyez, ça, c'est des poissons de plus en plus dangereux, 5 la remanta, qui est sur le mental au poker, très important, et 6 sur les sharks. Je suis en train d'écrire le 7e et dernier livre de la série de Poker Instinct qui va s'appeler Les Dauphins, qui évidemment sont plus intelligents que les sharks, et qui expliquera justement comment intégrer le jeu GTO au jeu exploitant, et aussi comment mémoriser le jeu GTO dans une situation en live. Je vais faire quelques expériences de mes mémorisations du jeu GTO et des déviations possibles et de l'attention au profil des adversaires en live dans quelques jours à Las Vegas pour les World Series de poker de 2024. Je vous enverrai des vidéos de là-bas pour vous raconter comment ça se passe et comment le jeu a évolué depuis ma dernière participation qui était avant le confinement. À bientôt!